Quando a cor já topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Se o patrão não vai com duas luvas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Et bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à cette émission La vie devant soi sans frontières. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui est un vrai connaisseur dans le monde des émotions, dans le monde de la nutrition. On a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui a comme formation de base, il est médecin généraliste, il a eu sa formation à la faculté de médecine à Marseille. Il est aussi formé en diététique et nutrition par l'université de Rennes. Et lui-même, il va nous parler un petit peu de son parcours et témoigner ce qui nous amène aujourd'hui à l'inviter. Et avant tout, on le remercie pour avoir accepté en sachant qu'à ce moment-là, il nous parle depuis le Canada et on le remercie vraiment pour avoir accepté. Pour moi, c'est un honneur. Bonjour et bienvenue, docteur David O'Hare. Oui, c'est un très grand plaisir d'être ici avec vous et je vous remercie pour votre invitation. C'est toujours très agréable de parler avec la France. Depuis 8 ans, je réside à Montréal et tous les contacts avec la France me sont toujours extrêmement agréables. Donc effectivement, je suis docteur en médecine, comme vous l'avez dit, mais je me suis très rapidement donc intéressé au surpoids et à la gestion du poids. Et en particulier, petit à petit, je me suis donc rendu compte de l'impact des émotions, du stress sur le poids. Et bien sûr, il y a des centaines et des centaines d'études qui confirment cet impact du stress et des émotions sur le surpoids. Et très rapidement, en tant que médecin nutritionniste ou en tant que médecin qui s'intéressait au surpoids, je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment d'outils à proposer à mes patients. Il me manquait cette part émotionnelle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai passé un diplôme universitaire à Montpellier, d'où j'ai aussi un diplôme de diététique, pour apprendre la psychothérapie cognitive et comportementale et pour en savoir plus sur les émotions, en savoir plus sur les liens entre les émotions et la régulation corporelle et en particulier dans le domaine du poids. J'ai exercé pendant 30 ans, donc dans le sud de la France, et je vais dire que mon exercice a été réparti en 3 fois 10 ans. Les premières 10 années, j'ai pratiqué mon art avec les techniques habituelles, c'est-à-dire proposer des régimes, proposer des recommandations alimentaires, des recommandations en termes d'activité physique. Et j'ai été assez frustré et déçu des résultats. Et mes résultats étaient ni meilleurs ni moins bons que ceux des autres personnes qui s'occupaient de la gestion du poids, c'est-à-dire environ 10% de réussite pour 90% d'échecs. Et chaque fois qu'on consulte la littérature depuis les années 50, on s'aperçoit que toutes les pratiques de diététique et de nutrition qui s'intéressent au surpoids ont à peu près 90% d'échecs. Et pour moi, c'était extrêmement frustrant. J'aime bien raconter l'histoire suivante. Vous n'enverriez pas vos enfants à une école où 9 sur 10 échouent au bac. Vous prendriez pas un avion d'une compagnie aérienne où 9 avions sur 10 s'écrasent et pourtant vous allez voir les nutritionnistes et les diététiciens. Et j'étais extrêmement frustré de ces échecs au moyen et au long terme de la régulation du poids. Et c'est là où ces deuxièmes 10 années, j'ai intégré ce que j'avais appris sur la gestion émotionnelle. Et là, pour moi, ça a été une découverte de m'apercevoir que, en allant chercher pourquoi est-ce que je mange alors que je n'ai pas faim, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de manger alors que je n'ai plus faim, qu'est-ce qui me pousse à manger alors que je n'ai pas besoin de manger, et toujours les émotions, la tristesse, la colère, la honte, le dégoût, la rage, tout ça sont des déclencheurs. Et j'ai mis en place assez rapidement donc des pratiques
d'aller chercher qu'est-ce qui a fait les déclencheurs, qu'est-ce qui a fait que j'ai mangé alors que je n'en avais pas besoin, qu'est-ce qui est dans cette chaîne, cette cascade émotionnelle, qu'est-ce qui a fait que à la sortie j'ai un comportement qui n'est pas favorable à ma santé à long terme, un comportement inadéquat. Et ça a été déjà beaucoup plus intéressant pour moi de mettre en place cette pratique. Il reste 10 années, les 10 dernières années. Là, je vais presque dire par hasard, bien que je n'y crois pas plus beaucoup, j'ai rencontré une pratique de biofeedback, c'est-à-dire une pratique avec du matériel, où on va aller observer les méthodes de régulation de l'organisme, et ça s'appelle la cohérence cardiaque en français, ça a d'autres termes dans d'autres langues, la cohérence cardiaque. Ça a été une rencontre fortuite. J'ai eu un logiciel pour des raisons tout simplement de traduction, puisque je suis anglophone, et on m'a demandé d'aider un fabricant à traduire un logiciel en langue française. Donc j'ai eu un prototype pendant quelques temps dans mon cabinet. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'en mettant en place des simples pratiques respiratoires, on avait un effet très intéressant sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions. Et j'ai donc commencé à, inventer, à découvrir des exercices que je demandais à mes patients de faire chez eux, qui utilisaient la respiration, qui utilisaient la reconnaissance des émotions et qui utilisaient justement ce lien entre qu'est-ce qui fait que dans mon environnement quelque chose s'est passé, que je n'accepte pas, quelque chose qui me frustre, qui me blesse, qui me rend malade et qui change de comportement. Donc voilà les trois étapes, et il est certain que les 10 dernières années de ma pratique ont été celles qui pour moi ont été les plus belles en termes de réussite, en termes de récompense pour moi, parce qu'on donne aux personnes, en plus des régimes, et je ne suis pas contre les régimes, je ne suis pas contre les prescriptions d'exercice physique, mais juste je trouvais que ce n'était pas suffisant. Et en rajoutant des simples pratiques d'observation, de respiration, les résultats étaient bien meilleurs. Lorsque j'ai arrêté mon exercice pour prendre ma retraite en 2006, j'ai mis tout ça dans un livre, Maigrir par la cohérence cardiaque. C'est le premier livre que j'ai écrit, peut-être un peu maladroitement, mais en fait, ce livre a quand même eu un très grand succès parce que j'ai tout simplement développé les différentes étapes de découverte de cette pratique respiratoire, cette pratique émotionnelle qu'on appelle la cohérence cardiaque. Voilà comment je suis arrivé à rencontrer cette cohérence cardiaque dont nous parlons aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être le mot cohérence cardiaque et le sujet, il ne parle pas grand-chose. Je voudrais juste faire un pont parce qu'en France, il y a pas mal de gens qui ont découvert le concept, ou en tout cas, ils ont entendu parler par David Servan-Schreiber, que je sais, vous avez eu un contact très proche avec David Servan-Schreiber. Oui, tout à fait. Alors, David Servan-Schreiber était un ami, et un regretté ami, puisqu'il a disparu il y a 3 ans et demi maintenant. Nous avons travaillé ensemble à Paris. Nous avons participé à ce qu'on a appelé l'Institut de médecine intégrée à Paris, il y a bientôt 10 ans, pour enseigner aux professionnels de la santé des pratiques, dont la cohérence cardiaque, et d'autres pratiques aussi, qui avaient été présentées par David Servan-Schreiber dans son livre Guérir en 2003. En 2003, il a publié le livre Guérir, le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse, et 2 chapitres entiers sont consacrés à la cohérence cardiaque. C'est donc la première personne qui, en langue française, a porté à la connaissance du grand public la notion de cohérence cardiaque. Ce livre a été un succès extraordinaire, puisque rien qu'en France, à ma connaissance, il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans 50 pays. Et ce livre a été le déclenchement d'une recherche de la part des patients, mais aussi de la part des professionnels de la santé, de comment se former à la cohérence cardiaque et comment l'appliquer. Donc c'est vrai que je rends un très émouvant hommage à mon regretté ami David, qui a été le premier qui en a parlé simplement dans ce livre Guérir. Et je vous remercie de m'avoir permis de faire cet hommage-là. C'est moi qui vous remercie. Moi, j'ai aussi une particulière admiration pour le travail de Dr David Servan-Schreiber, aussi que pour votre travail. Alors, si on rentre dans le sujet, pour ceux qui sont en train de nous écouter, il y en a sur Internet, il y a aussi passé quelques clichés sur la télévision, sur cette idée de respirer pour gérer les émotions,
et gérer le stress. Alors, c'est peut-être vrai que le principe de la cohérence cardiaque, il se base sur la respiration, mais le tai chi, le qigong, et le yoga, il y a autant d'autres pratiques qui sont basées aussi sur la respiration. Est-ce que pour quelqu'un qui ne connaît rien sur la cohérence cardiaque, docteur Hoare, vous pouvez commencer par le début et nous expliquer en quoi ça consiste? C'est quoi cette approche? Qu'est-ce qu'il utilise comme moyen pour aider les gens à travers la respiration? Qu'est-ce qu'il a de différent d'une pratique telle que le yoga ou le tai chi? Alors je vous remercie, c'est la question idéale pour commencer. La cohérence cardiaque, pour moi, est un terme qui n'explique rien. D'abord, il y a le mot cardiaque, je ne suis pas cardiologue. Et ça met trop l'accent sur cardiaque, mais je vais vous expliquer. Et c'est vrai que le terme de cohérence cardiaque n'est pas un terme qui explique ce qu'on fait et pourquoi la respiration. Il faut savoir que toutes les régulations automatiques de notre corps, et je dis bien toutes les régulations automatiques de notre corps, que ce soit la température, que ce soit la digestion, la fréquence cardiaque, la régulation des hormones, les émotions comprises, tout ce qui est automatique dans mon corps est réglé par un système automatique qui s'appelle le système nerveux autonome. Ce système me met en mode fuite ou combat lorsqu'il y a un danger et me fait basculer dans un mode de repos, relaxation lorsque le danger est passé. En fait, en permanence, mon corps cherche à s'adapter à l'environnement. En mobilisant de l'énergie lorsqu'il faut m'éloigner ou d'un danger ou éloigner l'adversaire, et en reconstituant l'énergie une fois que le danger est passé. Et en permanence, ce système s'adapte et toutes les régulations de mon corps participent à ce système nerveux autonome. Qu'on peut aussi appeler le système nerveux végétatif, c'est ça? Végétatif, c'est-à-dire non volontaire, automatique, qui fonctionne même quand on est dans le coma, même quand on dort, votre respiration continue, votre corps continue de battre, vous restez à 37 degrés de température, tout ça c'est automatique. Il faut savoir, et nous y reviendrons vraisemblablement, les émotions, la peur, la colère, la honte, le dégoût, la tristesse, la joie, tout ça passe aussi par le système nerveux autonome, parce que c'est automatique. Et il faut savoir que le système nerveux autonome étant justement autonome, il est inaccessible à la volonté. Vous ne pouvez pas, par votre volonté, augmenter votre température corporelle à 40 degrés. Vous ne pouvez pas baisser à moins votre fréquence cardiaque par la volonté. Vous ne pouvez pas modifier votre taux de sucre dans le sang par la volonté. Il est hermétique à la volonté, le système est automatique. Par contre, il y a un système qui joue un peu sur les deux tableaux dans ce système automatique, c'est la respiration. Et c'est le seul. Vous pouvez, par la volonté, qui est un système dépendant du système nerveux autonome, donc qui normalement est involontaire, mais, vous le savez bien, vous pouvez accélérer votre respiration, vous pouvez la ralentir, vous pouvez prendre des respirations très profondes, respirations très superficielles. Donc le système nerveux autonome a cette respiration qui est accessible jusqu'à une certaine limite par la volonté. Par contre, il vous est impossible, par exemple, de vous suicider en arrêtant de respirer, et ça ne marchera jamais. Parce que, au bout d'un moment, le système nerveux autonome va vous dire « Ah, je suis en danger, je n'ai plus d'air » et il va vous priver de votre volonté et il va repasser en mode automatique. C'est la raison pour laquelle toute pratique de santé ancestrale, autant on n'avait pas les médicaments, autant on n'avait pas toutes les connaissances chimiques, biochimiques et toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui, avait un des seuls moyens d'agir sur la santé, la respiration. C'est-à-dire, par la respiration, on arrive à pénétrer un système qui autrement est impénétrable par la volonté. Donc voilà pourquoi la respiration. Alors depuis des milliers d'années, et c'est vraiment plusieurs milliers d'années, toutes les médecines traditionnelles ont employé la respiration. Et bien sûr, la médecine ayurvédique, il y a le yoga, la méditation, vous avez parlé du tai chi, mais toutes ces pratiques-là ont utilisé la respiration parce que c'est la seule façon qu'on a de modifier le système d'adaptation. Vous le savez très bien, lorsque vous êtes surpris, qu'est-ce que vous faites? Une grande inspiration, blocage en inspiration. Vous avez, sans le savoir, stimulé votre système de la fuite au combat, qu'on appelle le système sympathique, parce que chaque fois que vous inspirez, vous stimulez le système de la fuite ou le combat. Vous vous mettez en mode qu'on appelle sympathique, c'est-à-dire vous allez stimuler l'envoi d'oxygène et de sucre dans vos muscles pour vous enfuir ou vous battre. Et lorsque le danger est passé, qu'est-ce qui se passe? Un grand soupir de soulagement. C'est-à-dire que chaque fois que vous expirez volontairement,
Chaque fois que vous expirez, vous stimulez l'autre système, le système du repos et de la relaxation. Voilà la base de ce qu'on fait avec la cohérence cardiaque. Chaque fois que j'inspire, mon cœur accélère. Chaque fois que je souffle, mon cœur ralentit. Chaque fois que j'inspire, je stimule le système de la fuite au combat, qu'on appelle le système nerveux sympathique, qui est une des branches du système nerveux autonome. Et chaque fois que je souffle, mon cœur ralentit et je stimule la branche du système nerveux parasympathique, qui est le système de tous les repos, relaxation, restauration, réparation, restauration, y compris la digestion. C'est-à-dire, si volontairement vous inspirez et vous expirez, vous allez stimuler alternativement ce système. Et il se trouve que si on respire à une certaine fréquence, qui est appelée une fréquence de résonance, si vous respirez à la fréquence de résonance qu'on appelle de 0,10 Hz, mais pour être plus simple, je vais dire de 6 par minute, vous allez avoir un impact très puissant sur le système nerveux autonome, c'est-à-dire vous allez le stimuler au maximum de ses capacités. Lorsque j'inspire pendant 5 secondes, mon cœur accélère pendant 5 secondes. Lorsque j'expire pendant 5 secondes, mon cœur va ralentir pendant 5 secondes. Et cette fluctuation de la fréquence cardiaque, que l'on observe sur nos logiciels de biofeedback, et le logiciel dont j'ai eu le prototype il y a des années maintenant, et les logiciels que j'emploie dans mes consultations et tous les professionnels de la santé qui pratiquent la cohérence cardiaque emploient, c'est un logiciel de cohérence cardiaque qui va montrer à l'écran ces fluctuations de la fréquence cardiaque, qu'on appelle les fluctuations de la variabilité cardiaque. Et il se trouve que chaque fois qu'un être humain, volontairement, respire à 6 par minute, et en particulier 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, il entraîne cet état dit de cohérence cardiaque qu'on voit parfaitement à l'écran quand on enregistre. Et cet état de cohérence cardiaque égalise le système nerveux autonome, c'est-à-dire comme il faisait un recentrage. Les personnes stressées sont toujours plus ou moins bloquées du côté sympathique, du côté de l'hormone de stress qu'ils appellent le cortisol, bloquées dans l'adrénaline, bloquées dans tous les effets de l'hypertension artérielle, tous les effets de la fuite ou le combat. Et justement, cette respiration très simple, 5 secondes inspire, 5 secondes expire, va faire un recentrage. Et nous allons avoir dans les suites, cette pratique de recentrage, même si elle ne dure pas longtemps, va avoir des effets physiologiques qui vont durer plusieurs heures. C'est pour ça que la cohérence cardiaque emploie bien sûr la respiration qu'emploie le yoga, emploie toutes ces autres pratiques, à une fréquence très particulière. Et c'est en cela que c'est différent, c'est qu'au lieu de juste s'occuper de la façon dont on respire, on s'occupe de la fréquence sur laquelle on respire. Et je ne dis pas que c'est une méthode alternative, c'est une méthode complémentaire. Et j'encourage tous les pratiquants de yoga, tous les pratiquants de la méditation, tous les pratiquants de tous ces autres exercices respiratoires à faire précéder leur pratique, que j'encourage, par une petite séance de cohérence cardiaque. Leur pratique qui suit sera encore beaucoup plus efficace. Docteur, permettez-moi juste de refaire un point, parce que vous en avez parlé de beaucoup de choses très très intéressantes, et juste pour qu'on puisse se centrer. Alors, la cohérence cardiaque, si on le comprend bien, elle va utiliser la compréhension d'une variable physiologique, qui est la variabilité de la fréquence cardiaque. Exactement. Cette variabilité de la fréquence cardiaque, on peut la mesurer par le biais d'un logiciel, c'est bien ça? C'est ça, oui, plusieurs logiciels existent, bien sûr. C'est juste, en fait, on n'en a pas besoin pour travailler, pour pratiquer. C'est juste, pour nous, professionnels de la santé, c'est une façon facile d'expliquer ce qu'est la cohérence cardiaque, parce que, par exemple, si je vous branchais à un de mes logiciels, et c'est des petits capteurs qu'on met à l'oreille, je vais vous montrer qu'à l'état normal, votre cœur est irrégulier, et c'est normal, parce qu'à l'état normal, votre cœur cherche à s'adapter. C'est-à-dire en permanence, mes émotions captent l'environnement, ce que je pense, ce que je me rappelle, ce qui se passe autour de moi, et il cherche à s'adapter en permanence. Donc à l'état normal, et je dis bien à l'état normal, votre cœur est irrégulier. C'est ça qu'on appelle la variabilité cardiaque. Une simple respiration en 10 à 20 secondes va modifier totalement ces fluctuations de votre fréquence cardiaque qui va devenir régulière, qui va devenir ample, c'est-à-dire votre cœur de très irrégulier va devenir régulier. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là,
Pendant cet exercice, vous allez équilibrer votre système d'adaptation, votre système nerveux autonome. C'est-à-dire, vous allez égaliser le sympathique, le mode fuite au combat, le parasympathique avec le mode repos, relaxation. Et ça, avec des effets en particulier sur cette hormone, le cortisol, qui est l'hormone du stress, vous allez faire baisser votre niveau de cortisol pendant plusieurs heures. Il y a une question qui me vient, c'est, vous avez parlé d'une respiration précise, basée sur 6 cycles par minute, c'est-à-dire 5 secondes inspire et 5 secondes expire. Alors la question qui me vient, c'est est-ce que cette respiration que vous avez expliquée, elle est adaptable à tout l'être humain? Alors, vos questions sont formidables parce qu'elles sont très pertinentes. Ce qui est important, c'est cette fréquence de résonance qui a été publiée depuis des années maintenant. Ça fait plus de 20 ans que on a 13 000 études là-dessus, donc c'est quand même très documenté. Je ne vais pas dire que c'est exactement 6,00 par minute, c'est à peu près 6. C'est légèrement variable selon les individus, et 6, c'est pour l'adulte. Pour les enfants, la fréquence est légèrement plus élevée, mais nous nous intéressons surtout au stress de l'adulte, et on va parler du 6 par minute. Si vous respirez un peu moins vite, c'est-à-dire 5,5 par minute, ça marche. Si vous respirez 6,5 par minute, ça marche aussi, donc c'est environ 6 par minute. C'est la seule chose qui est importante. Et en termes de cohérence cardiaque, nous disons que la seule consigne, c'est de respirer à peu près 6 par minute. Et je dis bien à peu près, on n'a pas besoin d'être exactement à la minute près, à la seconde près. Par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport à l'inspire et à l'expire. Et là, ça ouvre sur toutes sortes de différentes applications. Le 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, c'est le plus simple, parce que vous pouvez le faire avec une montre, vous pouvez le faire avec une minuterie, vous pouvez même, au bout de quelques jours, ne vous passer totalement de guide respiratoire. Et mon objectif, c'est que les personnes n'aient pas besoin de matériel après quelques temps, n'aient pas besoin de matériel pour pratiquer la cohérence cardiaque. Donc, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, ça marche très bien, et c'est le plus simple. Et c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui désirent commencer. Mais ensuite, si vous avez envie de modifier légèrement l'inspire et l'expire, à condition de respecter un cycle respiratoire total de 10 secondes environ, c'est-à-dire 6 par minute, vous pouvez parfaitement inspirer pendant 4 secondes, expirer pendant 6 secondes, ça fait toujours 10. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en inspirant, si vous vous rappelez bien, vous stimulez le sympathique, en expirant, vous stimulez le parasympathique. Et cette pratique d'inspire pendant 4 et d'expire pendant 6 a la particularité de surstimuler légèrement votre système de relaxation, donc un effet plutôt relaxant. Et à l'inverse, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez faire l'inverse. Inspirez pendant 6, expirez pendant 4. Vous avez toujours la pratique de cohérence cardiaque avec un léger décalage sur le sympathique. Donc, oui, ça s'applique à tout le monde. Oui, ça s'applique à je vais parler des adultes. Chez les enfants, la fréquence de résonance est légèrement plus élevée. Mais j'ai pour tendance à ne pas chercher à faire un apprentissage chez les jeunes enfants de quelque chose qui va changer. Donc les enfants aussi, même si c'est pas parfait, je les fais respirer à 6 par minute parce qu'ils vont grandir. Et en grandissant, leur fréquence de résonance va se rapprocher du 6 par minute. Et je préfère à un enfant à partir de 6-8 ans le faire respirer à 6 par minute, même si c'est pas tout à fait sa fréquence de résonance. Moi, je veux juste faire un parenthèse ici pour ceux qui nous écoutent. Alors, un des meilleurs livres que j'ai trouvé sur le marché qui explique la cohérence cardiaque, comment elle marche et comment on peut s'en servir, c'est un livre qui s'appelle le 365 de Dr David Howard. Alors, ce livre, le 365, pour moi, il est quelque chose de magique, vraiment, parce qu'il y a tout là-dedans. C'est la cohérence cardiaque 365. Je ne vais pas plus loin. Je veux juste vous donner à vous, chères auditrices et chers auditeurs, l'envie d'aller plus loin et de découvrir cette merveille qui est ce livre que Dr David Howard a écrit. Cohérence cardiaque 365. Alors, si on revient sur le fait de respirer, donc cette respiration de base, tout le monde peut la faire. Et on trouve même des petits vidéos sur Internet qui servent des guides respiratoires. Alors, ma question, c'est si tout le monde peut s'en servir, et vous venez, docteur David Howard, vous venez de l'expliquer, pourquoi une personne doit alors aller chercher un professionnel en cohérence cardiaque si elle peut elle-même le faire et avoir des outils pour faire cette respiration? Alors, je vais juste revenir un tout petit peu parce que je n'en avais pas parlé encore et vous me donnez l'occasion en parlant du 365. 365 est une méthode.
Et justement, c'est une méthode, un moyen mnémotechnique. 3, 6, 5, bien sûr, ça fait référence à tous les jours, 365 jours par an. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Et le livre, il sert tout seulement à expliquer pourquoi 3, pourquoi 6, pourquoi 5. Alors je vais les reprendre avec vous. Pourquoi 3 3 fois par jour, parce que la pratique de la cohérence cardiaque dure à peu près 4 heures. Et 3 fois par jour, on a l'habitude des 3 fois par jour, on mange 3 fois par jour, on se brosse les dents de vrai 3 fois par jour. Le 3 fois par jour est quand même assez bien impliqué dans notre vie de tous les jours. Donc 3 fois par jour, on fait une séance de cohérence cardiaque parce que chaque séance va durer à peu près 4 heures pour les effets. 6 par minute, donc c'est 6 respirations par minute, c'est le seul chiffre qu'on ne peut pas changer, c'est la seule consigne. Si vous voulez faire de la cohérence cardiaque respiratoire, c'est 6 par minute. Donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est un compromis, ça marche bien. 5 minutes marche très bien. Je ne recommande pas au début de faire des séances plus longues. Vous allez trouver ça très long, de vous asseoir et de respirer pendant 10 minutes, 20 minutes, vous allez trouver ça très long. Et il se trouve que si vous n'avez aucun entraînement de type méditation ou autre, au bout de 4 à 5 minutes, les pensées intrusives vont arriver et tout détruire. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. C'est l'objet du livre et j'explique ce que nous expliquons ici, pourquoi 3, pourquoi 6, pourquoi 5. Et je termine sur le livre. Il y a 2 choses qui m'ont fait extrêmement plaisir l'année dernière. Alors déjà, en 2013, le magazine L'Express a mis le livre 365 comme un des 35 livres essentiels pour la santé. Ça m'a fait un plaisir énorme. Et l'année dernière, en novembre 2014, la Fédération française de cardiologie, 10 000 membres, pratiquement tous les cardiologues, de très nombreux médecins et énormément de patients, pour leur 50e anniversaire, on fait une grande campagne de prévention des accidents cardiovasculaires par la prévention du stress. Et on proposait 10 recommandations à faire pour tout le monde. Et en numéro 1 de ces recommandations, il y a la pratique du 365. Et pour moi, le mois de novembre 2014 a été extraordinaire parce que ça a été la consécration par des médecins et en plus des cardiologues spécialistes du stress de recommander à tous cette pratique du 365. Alors pourquoi aurait-on besoin d'un professionnel? Vous pouvez, et j'encourage tous vos auditrices, tous vos auditeurs, à l'essayer, je ne vais pas leur dire pendant des années, donnez-vous 3 semaines. Donnez-vous 3 semaines, le matin au lever, une séance de 5 minutes. Avant le repas de midi, une séance de 5 minutes. En milieu d'après-midi, une séance de 5 minutes. Et essayez-le 3 semaines, sans aucun préjugé, juste en observant ce qui se passe. Et je n'ai jamais eu à ce jour, et j'ai formé à peu près 2000 professionnels de la santé. J'ai des retours sur des dizaines de milliers de patients. Je n'ai à ce jour rencontré que très très peu de personnes qui n'ont rien ressenti comme effet bénéfique. Et chez les personnes qui n'ont rien ressenti, soit elles n'ont pas pratiqué, soit elles n'avaient pas parfaitement compris le 6 par minute, 5 secondes et 5 secondes. Donc j'encourage, et même je vais presque demander à vos auditrices, vos éditeurs, de l'essayer 3 semaines. La plupart des personnes notent des résultats en 2 semaines, mais donnez-vous 3 semaines pour être sûr. Pourquoi auriez-vous besoin d'un professionnel? Et là, ma réponse est extrêmement simple. 1, vous n'en avez pas besoin, mais c'est très utile. Parce que le problème numéro 1, et à ma connaissance, c'est le seul problème de la pratique régulière de la cohérence cardiaque, c'est que les personnes arrêtent de le faire. C'est qu'au bout d'un temps, ils se lassent, au bout d'un certain temps, ils oublient, et de très nombreuses personnes oublient 1 jour, puis 2 jours, puis 3 jours, et ne le font plus. Et ça, c'est commun à toutes les pratiques de santé. Vous avez certainement dépensé des milliers d'euros dans des salles de sport. Vous avez certainement acheté du matériel, des rameurs, des vélos d'appartement qui, après 1 ou 2 mois, se retrouvent au garage parce que vous n'en servez plus. Et donc, tout le monde, même dans on sait que ça marche, il faut savoir que la cohérence cardiaque a un effet sur l'espérance de vie parce que vous augmentez votre variabilité cardiaque et vous augmentez votre espérance de vie. La cohérence cardiaque est directement liée à l'espérance de vie. L'activité physique est directement liée à l'espérance de vie. Vous le savez? Et on arrête de pratiquer. Un régime équilibré est lié à l'espérance de vie. On le sait et on continue à manger trop. Et ça, c'est commun à toutes les pratiques de santé. Et c'est pour ça qu'un professionnel qui va vous enregistrer, vous montrer votre courbe, de montrer sur un écran ce que vous avez fait, ce que vous arrivez à faire en
10 à 20 secondes, comment vous pouvez équilibrer votre système, c'est encourageant. Et vous avez besoin, certains d'entre vous ont besoin, je ne dis pas tout le monde, ont besoin de quelqu'un qui va juste un peu les ramener, leur expliquer comment améliorer sa courbe de cohérence cardiaque, parce qu'il n'y a pas que la respiration, il y a d'autres façons de l'améliorer. Commencez par la respiration. Dans le livre, je donne des pistes, j'ai d'autres livres aussi, puisqu'à ce jour, il y en a 6 qui donnent d'autres pistes aussi. Mais le professionnel est là, et je ne dis pas que vous allez passer 1 heure à faire de la cohérence cardiaque, je vous encourage à peut-être contacter un professionnel que vous avez l'habitude de fréquenter, ça peut être un psychologue, psychothérapeute, professeur de yoga, un coach, n'importe quoi, qui pratique la cohérence cardiaque. Il va juste prendre peut-être 5 minutes de votre consultation et dire « Ah, écoutez, je vous branche, on regarde où vous en êtes. » Parce que là, vous pouvez mesurer vos progrès. Vous pouvez voir à l'écran que vous progressez, et ça, c'est extrêmement encourageant à continuer. Vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin de voir un professionnel. C'est un plus qui va éviter que vous arrêtiez. Vous avez parlé des applications. Vous avez parlé des sites internet, il y en a beaucoup. Sur YouTube, sur Vimeo, sur Dailymotion, vous tapez cohérence cardiaque, vous allez avoir des centaines et des centaines de guides respiratoires, vous avez le choix. Des sites, tapez cohérence cardiaque, vous allez avoir des dizaines de sites consacrés à la cohérence cardiaque. Et je vous donne un portail de cohérence cardiaque qui est très simple à se souvenir, c'est cohérence.info. www.cohérence.info. Il va vous donner un lien vers 6 autres sites de cohérence cardiaque. Vous avez des applications sur les téléphones intelligents, il y en a des centaines. Il y a des applications gratuites, des guides respiratoires gratuits. Donc, il y a énormément d'aide. Tout ça, vous n'en avez pas besoin, mais ça va vous aider à continuer. Ça va vous faciliter le travail d'apprentissage. Vous avez besoin d'une dizaine de jours d'apprentissage pour apprendre à vous mettre en cohérence cardiaque. Donc, un guide respiratoire, un guide sur l'Internet, une montre, un guide sur votre téléphone intelligent. Mais après 10-15 jours, vous n'avez plus besoin de tout ça. Et le professionnel de la santé est juste là pour vous rappeler, tu as fait ta pratique, on va voir où tu en es. Et on voit très bien, dans les 5 minutes d'enregistrement qu'on fait, les personnes qui pratiquent et les personnes qui ne pratiquent pas. Donc c'est juste des petits guides, des petits coachs qui vont vous encourager à continuer. Voilà, donc ce n'est pas nécessaire. On va dire que c'est aussi une façon de s'engager avec soi-même. Mais bien sûr, c'est la même chose dans les régimes. Tous les ans, au printemps, là, ça va commencer, il sort 10, 20, 30 livres, tous les magazines parlent des régimes. On n'a rien inventé. Depuis des années, c'est les mêmes régimes, ils sont juste, on change les couleurs, on change les noms, on change les choses comme ça, mais pour perdre du poids, il faut manger moins, bouger plus. Après, c'est une gestion des calories, on modifie légèrement la répartition dans la journée, mais il y a des centaines de livres, rien n'est nouveau. Et pourtant, les régimes ne fonctionnent pas. Les gens vont voir les nutritionnistes, vont voir les diététiciennes qui vont rien leur apprendre, on sait ce qu'il faut faire. Par contre, le fait d'aller chez un nutritionniste, une diététicienne, un coach sportif, quelqu'un qui va tout simplement vous peser, tout simplement vous rappeler un petit peu, ramener dans le droit chemin, c'est beaucoup plus efficace. Il y a une grande société américaine qui donne des régimes qui sont très bien, mais ils n'ont pas plus de résultats que les autres. Les seuls résultats supérieurs qu'ils ont que les autres, c'est les gens qui assistent à leur réunion. Et là, ça marche. Parce que on a un rendez-vous, on sait qu'on va regarder la balance, on sait qu'on va juste m'observer. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un engagement vis-à-vis d'un professionnel, un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Oui, j'ai envie de pratiquer la cohérence cardiaque pour augmenter mon espérance de vie, pour être moins malade, pour avoir une meilleure régulation du poids, pour avoir une meilleure régulation de mes émotions, pour dormir mieux. Et tout ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un complément très intéressant. J'ai envie de vous poser une autre question. Vous avez sûrement suivi des patients en cabinet avec cette méthode de la cohérence cardiaque. Oh, j'aime bien le nom technique que vous parlez dans votre livre, l'arythmie sinusale respiratoire par l'effet de Vassilo. En tant que médecin, on va le dire comme ça, qu'est-ce que vous avez comme habitude de prescrire à vos patients qui ont du mal à avoir cette discipline, par exemple, de pratiquer 3 fois par jour? Alors, si vous constatez qu'un patient, il a du mal, parce que c'est assez souvent ce qu'on entend, c'est que la personne, elle commence, mais elle n'arrive pas à tenir, soit dans un régime, soit dans la cohérence cardiaque.
Alors j'aimerais bien aller puiser dans votre expérience en tant que médecin, psychothérapeute, diététicien, savoir qu'est-ce que vous conseillez, comment aidez-vous les gens à avoir plus de discipline, à avoir cette persévérance, cette régularité dans une pratique. C'est le gros problème et le seul gros problème, et je commence tous mes ateliers de formation pour les professionnels par ça. Partez du principe que moi je dis que la cohérence cardiaque c'est simple, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et c'est le gros problème. C'est pour ça que je crois que une des seules solutions, c'est qu'une des personnes que vos auditrices et auditeurs consultent, que ça pourrait être un psychologue, un médecin, un infirmier, un professeur de sport, soit là juste pour lui dire est-ce que tu as pratiqué. C'est les personnes qui sont suivies par quelqu'un d'autre, même si parce que 5 minutes une fois par mois à leur demander est utile. Et je n'ai pas de recette miracle, et c'est mon gros. Je n'ai pas trouvé de recette miracle. C'est pas parce qu'on dit que ça fait du bien. C'est pas parce qu'on prouve que ça fait du bien. Les personnes qui ont des troubles du sommeil dorment mieux. Les diabétiques, pour la plupart d'entre eux, ont une amélioration. Je ne vais pas dire qu'ils vont guérir, mais une amélioration de leurs résultats, et ils peuvent réduire leurs médicaments. Les hypertendus peuvent très souvent réduire leurs médicaments. Et encore une fois, je suis médecin, je fais très attention. Je dis ce n'est pas un traitement de l'hypertension, ce n'est pas un traitement du diabète, mais ça améliore la régulation qui fait qu'on a du diabète, qui fait qu'on a de l'hypertension. Et malgré ça, les gens oublient de le faire. Est-ce que ça joue un rôle sur les tachycardies, les arythmies, la cohérence cardiaque, pratique? Oui, ça joue un rôle sur les arythmies. Encore, ne me laissez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire, ce n'est pas un traitement des arythmies. Il y a certaines arythmies, c'est-à-dire des troubles du rythme cardiaque, qui sont inaccessibles à la cohérence cardiaque parce qu'il y a un problème électrique du cœur. Et là, c'est pas parce que vous allez respirer que vous allez réparer les connexions électriques du cœur. Par contre, de très nombreuses arythmies, je pense aux extrasystolies, aux tachycardies, sont d'origine émotionnelle, sont d'origine hyper-excitabilité du cœur, et là, oui, ça va l'améliorer. Alors donc, je ne dis pas que c'est un traitement, c'est un complément à toute pratique. La santé, je veux dire la maladie, est toujours un déséquilibre du système nerveux autonome. C'est toujours soit du côté sympathique avec toutes les conséquences du stress, par exemple, soit du côté parasympathique avec l'épuisement, la dépression, certaines maladies comme ça. La maladie, quelle qu'elle soit, s'accompagne toujours ou est par origine un déséquilibre du système nerveux autonome. Donc, et tous les traitements, qu'ils soient les traitements modernes ou les traitements anciens, essaient de rétablir l'équilibre, soit en donnant quelque chose qui va réduire le stress, soit en donnant quelque chose qui va stimuler le parasympathique, je pense à la relaxation par exemple. Et si, avec une simple pratique respiratoire, vous améliorez déjà cet équilibre, vous avez un effet thérapeutique, vous avez un effet préventif. Et pour répondre encore à votre question, je n'ai pas de remède miracle. Je veux dire, c'est pas parce qu'on prouve aux gens que ça marche, pas parce qu'ils sentent que ça marche, qu'ils vont pas arrêter. Et c'est pour ça, ça demande une discipline. Et la seule solution qu'on peut trouver, c'est la ritualisation. C'est pas agréable de se brosser les dents. Je veux dire, au moment où je le fais, je n'ai aucun plaisir à me brosser les dents. Pourquoi est-ce que je me brosse les dents? Parce que je sais que je vais augmenter la durée de vie de mes dents. Pourquoi est-ce que je pratique la cohérence cardiaque? Parce que je sais que je vais augmenter ma propre durée de vie. Et la seule façon de le faire, c'est que ça devienne une habitude. Je me lève le matin, je vais aux toilettes, je pratique ma 5 minutes de cohérence cardiaque. Si je trouve que j'ai pas le temps, je me lève 10 minutes plus tôt. Avant le repas de midi, en général tout le monde mange à midi, avant le repas de midi, je m'isole 5 minutes, je pratique ma cohérence cardiaque. Donc le matin c'est facile, en théorie, à midi c'est facile. La séance difficile, c'est celle du milieu d'après-midi. Et alors là, 4 heures, 5 heures, 3 heures, je trouve quelque chose que j'ai l'habitude de faire à cette heure-là. Soit je prends le métro pour rentrer chez moi, soit je monte dans ma voiture, soit j'ai une pause au travail, soit c'est la récréation des enfants à l'école, pour faire ma séance. Et la seule chose que j'ai trouvée à ce jour, et je suis preneur de toutes les idées que vos auditeurs, auditrices pourraient avoir, ritualiser cette pratique. Mettez une petite sonnerie douce sur votre téléphone pour 4 heures plus tard. Mettez une minuterie, ritualisez la pratique le matin, avant le repas de midi, en milieu d'après-midi. Chez la plupart des personnes, c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, est largement suffisant pour ressentir des bénéfices que vous allez ressentir après environ 2 semaines. Ça vaut vraiment le coup. Il suffit de s'y tenir.
La motivation est un mystère de l'espèce humaine. On n'est pas motivé à continuer ce qui nous fait du bien, et c'est quand même dommage, mais c'est comme ça. Et donc, ritualisez-le. Voilà ma prescription. Et pour ceux qui sont cartésiens, ne ratez pas de lire le livre Cohérence cardiaque 365. Excusez-moi c'est pas le vouloir faire la pub à votre livre, mais c'est très, très, très bien fait, ce livre. Il est très bien écrit. Tout est bien posé. Tout est très clair. Et c'est une source de motivation. Je suis sûr qu'une grande partie des gens, une fois qu'ils ont lu le livre, ils vont se sentir beaucoup plus motivés, parce que le livre, il parle aussi beaucoup à notre cerveau gauche. Il y a une logique de pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et alors, je voudrais revenir un peu sur un sujet qui me passionne, c'est les émotions. Alors, docteur Howard, vous parlez la troisième partie de votre pratique en tant que médecin, vous avez lié, y compris ce côté émotionnel. Alors, aujourd'hui, j'imagine que quand vous travaillez sur le surpoids, vous travaillez avec cet outil de la cohérence cardiaque comme complément. Alors là, oui. Alors là, par contre, être aidé par un professionnel est très utile, parce que nous allons aller plus loin que le simple 3-6-5. Avec le professionnel, et en général, quand je parle de professionnel, ça va être psychologue, psychothérapeute ou diététicien, ou quelqu'un en tout cas formé à parler d'émotions. Donc ça s'adresse principalement aux psychologues et psychothérapeutes. Et on va aller chercher les situations. Quelle est la dernière fois où vous êtes dégoûté par rapport à l'alimentation? Quelle est la dernière fois où vous avez eu honte? Quelle est la dernière fois où vous avez été en colère? Quand vous regardez dans une glace, quelles sont les émotions que vous ressentez? De la tristesse, de la rage, de la colère, du dégoût, de la honte, tout ça? Quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous voyez que les gens vous regardent? Quand vous êtes en maillot de bain sur une plage où vous n'osez pas y aller? Quelles sont ces émotions-là? Quelles sont toutes ces émotions? Donc on va commencer à observer qu'est-ce qui se passe par rapport à mon poids, par rapport à mon corps. Et le thérapeute va essayer de sortir des situations qui ont déjà existé, où j'ai ressenti ces émotions, et qui se sont très souvent ensuite traduites par manger une récompense qu'on s'est accordée, compenser, se recompenser, se récompenser en mangeant. Et c'est pour ça, en détaillant, j'appelle cette cascade émotionnelle, il y a une situation, une émotion, une pensée. Pourquoi est-ce que j'ai honte? Parce que j'ai une pensée, je vaux rien, je laisse tout tomber, je me laisse aller. Il y a toujours une pensée associée à une émotion qui entraîne un comportement. Et ça devient des comportements automatiques. Les professionnels de la santé, les psychologues, psychothérapeutes sont formés à aller chercher cette cascade émotionnelle qui, à la sortie, entraîne un comportement. Et là, nous utilisons la cohérence cardiaque, mais pas en tant qu'exercice. Nous branchons les personnes en permanence sur nos logiciels et nous montrons à quel point de penser à la dernière fois où elles se sont vues dans une glace, elles se sont trouvées horribles, ou laides, où elles ont eu honte, où ils ont été déçus de leur comportement, et nous allons leur apprendre à revivre en imagerie mentale cette situation émotionnelle forte. Nous allons leur montrer à l'écran à quel point leur système nerveux autonome est déséquilibré par cette pensée, et nous allons leur apprendre à respirer avec ces personnes, à leur montrer comment elles arrivent à continuer à évoquer ou à penser à cette situation et ne pas sortir d'état de cohérence cardiaque, qui est un équilibre du système nerveux autonome qui équilibre aussi les émotions. On a, lorsqu'on est en cohérence cardiaque, ce que j'appelle l'apesanteur émotionnelle, c'est-à-dire lorsqu'on est en cohérence cardiaque vérifiée à l'écran, on est dans une zone de non-émotion, on est dans une zone neutre, puisque à l'équilibre entre sympathique et parasympathique, entre fuite combat et relaxation, il n'y a pas d'émotion. L'émotion est toujours soit côté fuite combat, les émotions qui accélèrent le cœur, la colère, la peur, le dégoût, les émotions qui ralentissent le cœur, la tristesse, la honte par exemple. Mais au centre, il n'y a rien. Donc on entraîne nos patients et nos patientes à se mettre dans une situation en imagerie mentale, en racontant une situation, en se rappelant une situation, en se projetant dans le futur dans une situation, et d'arriver avec l'entraînement à rester dans cette zone émotionnellement neutre. C'est ce qu'on appelle en psychothérapie cognitive et comportementale une exposition
par une désensibilisation par exposition. Et ça, je ne conseille pas aux personnes de le faire tout seul, parce que, c'est bien d'avoir un logiciel pour montrer à quel moment je sors de la zone pour ne pas aller trop loin et me faire mal. Et c'est pour ça que je recommande, les professionnels sont utiles pour aller plus loin avec la cohérence cardiaque. C'est très clair, c'est vraiment très clair. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple concret? Et je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la dépression, dans une tristesse. Alors, est-ce que cette émotion de tristesse, on peut aussi la soigner, si on peut le dire, par la même voie que vous venez d'expliquer? Bien sûr. La tristesse est une émotion, un sentiment. La tristesse est plutôt un sentiment, mais en fait, la tristesse est une émotion. Et elle est entraîne un déséquilibre, un repli sur soi, je veux dire, pas envie de sortir, pas envie de bouger, donc une économie d'énergie. Très souvent, elle fait suite à une pression très forte au début, et ça on parle du burn-out, de l'épuisement, donc c'est un déséquilibre aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, je suis triste parce que mon enfant a quitté la maison, même s'il est allé se marier, même s'il est parti, je suis triste parce que je suis seul. Donc, je suis triste parce qu'il y a une situation, mon fils a quitté la maison, ma pensée, je me retrouve un peu seul, et après on va chercher tout ce que ça entraîne, mais ça peut être une perte, ça peut être je suis triste parce que mon patron m'a blessé, il m'a dit quelque chose, ça c'est l'événement, l'émotion c'est la tristesse, et la pensée c'est il avait peut-être raison. Et on décortique tout ça. Mais à la sortie, il y a un comportement. Je m'enferme à la maison, je me suis en colère, je suis triste, je fais une dépression. Et donc, on va reprendre la situation du départ. D'abord, bien sûr, on ne travaillera jamais sans que la personne ait une pratique de cohérence cardiaque, parce qu'il faut pratiquement sur commande dire, voilà, nous allons respirer ensemble, et pratiquement, moi, je le fais avec la main, et je respire avec mes patients. Je veux dire, souffler, respirer, jusqu'à ce que la courbe à l'écran se normalise. Et là, on va repartir. Voilà, racontez-moi ce que vous a dit votre patron. Et dès que la personne va commencer à parler, oui, c'est injuste, il m'a dit ça, on voit à la courbe qu'elle sort de la zone de neutralité, cette zone de confort, on ramène, on fait ce que j'appelle les ici et maintenant, des allers-retours entre le déséquilibre induit par la situation et l'équilibre induit par la cohérence cardiaque. Et petit à petit, ces personnes arrivent à évoquer cette situation de départ qui entraîne soit une tristesse, soit une colère, qui sont totalement opposées, mais qui ont le même traitement, qui ont la même façon de traiter, c'est-à-dire on ramène au centre. Quand une soir, si un côté est élevé, l'autre côté il est bas, et après le premier côté il est bas, l'autre côté est élevé, pour équilibrer, on ramène au centre. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la cohérence cardiaque et les émotions. On fait ce qu'on appelle un recentrage émotionnel, c'est-à-dire on demande aux personnes d'évoquer la situation qui a déclenché l'émotion, la pensée, les conséquences, et on leur montre que en superposant la cohérence cardiaque, petit à petit, on va priver du poids émotionnel cette situation. Et là, on leur donne des exercices à faire à la maison. Et je ne recommande à personne de les faire tout seul parce que vous pouvez vous faire mal, de vous laisser accompagner par quelqu'un. On va créer un exercice. Vous allez tous les soirs, par exemple, vous mettre en cohérence cardiaque pendant 2-3 minutes. Puis vous allez vous rappeler la situation où votre patron vous a blessé. Juste vous rappeler en restant en cohérence cardiaque et vous allez terminer par la cohérence cardiaque. C'est-à-dire un petit sandwich le soir de cohérence cardiaque, événement désagréable, cohérence cardiaque. Et vous allez faire ça tous les soirs. Ça dure 5 minutes, 10 minutes maximum. Et on s'aperçoit qu'en 2-3 semaines, les personnes arrivent à évoquer une situation extrêmement désagréable sans même flancher dans la voix, sans la petite larme, et quand on les enregistre à l'écran, sans sortir de cette zone de confort. Et on sait que là, on a gagné, c'est-à-dire la prochaine fois que cette situation va se produire, les personnes ne vont pas perdre leurs moyens, ne vont pas se mettre à trembler, ne vont pas se mettre à pleurer, vont rester comme si cette situation était privée de ce poids émotionnel désagréable. C'est ce qu'on fait dans les troubles du poids, c'est ce qu'on fait dans la dépression, c'est ce qu'on fait dans le stress, c'est ce qu'on fait dans le trac. On prépare les gens à un événement futur parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont à un examen, ils se mettent à trembler, ils perdent leurs moyens, ils oublient tout. Et encore une fois, je ne parle pas de traitement. La cohérence cardiaque n'est pas un traitement, c'est un accompagnement, c'est une pratique complémentaire à toute autre pratique. Alors, si je comprends bien,
Aujourd'hui, la cohérence cardiaque, c'est un outil qu'on peut coupler avec la relaxation, le yoga, qu'on peut coupler avec les thérapies cognitives comportementales, qu'on peut coupler avec d'autres approches. Donc, il va être en quelque sorte un complément. C'est bien ça? Alors, ce que je veux dire va être une introduction. Je donne ici au Québec un cours pour les professeurs de yoga, comment introduire la cohérence cardiaque dans un cours de yoga. Et je leur dis, faites commencer chaque séance de yoga et demandez à vos pratiquants de yoga à la maison, avant de faire une session de yoga, de faire 2-3 minutes, pas plus, de cohérence cardiaque. Ça va les mettre au centre. Ça va entraîner, y compris une détente, améliorer la posture, c'est-à-dire ça va décontracter les tendons et les muscles. Ça emmène un état de, je ne vais pas parler de relaxation, mais de neutralité. Vous pratiquez la méditation, je vous recommande 2-3 minutes de cohérence cardiaque avant votre séance de méditation de pleine conscience. Votre séance sera encore supérieure parce que vous partez du centre. Vous pratiquez n'importe quoi, commencez par la cohérence cardiaque. Et s'il y a des personnes qui vous écoutent là qui ont un problème de poids, pratiquez le 3-6-5, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Mais pourquoi ne pas faire 1 minute de cohérence cardiaque avant chaque repas? Un petit bénédicité laïque, cette petite prière avant les repas que les religions faisaient avant, qui est un état de recentrage, de reconnaissance, d'action de grâce. Au lieu de le faire d'un point de vue religieux, si vous ne croyez pas, faites-le par la cohérence cardiaque. Ça va vous permettre de commencer le repas au centre de la régulation. Votre digestion sera meilleure, il y aura moins de constipation, moins de troubles digestifs, vous mangerez plus lentement et surtout vous mangerez moins sans même vous en rendre compte. Juste au début de l'émission, notre cher Poupa, il regardait un peu la cohérence cardiaque, il me disait, mais on peut presque tout faire avec la cohérence cardiaque. Est-ce qu'on peut aussi arrêter de fumer avec la cohérence cardiaque? Moi, j'ai eu le plaisir d'interviewer Dr Danis, qui est un addictologue et médecin généraliste. Il explique donc sa vision en tant qu'addictologue sur les addictions. Et moi, j'aimerais bien avoir votre avis en tant que médecin généraliste, diététicien et nutritionniste, psychothérapeute et, si je peux dire, spécialiste en cohérence cardiaque. J'ai pas lu le livre de Je ne veux plus fumer par la cohérence cardiaque, mais j'aimerais avoir votre vision. Pourquoi vous avez écrit ce livre pour aider les gens à arrêter de fumer avec la cohérence cardiaque? Comment vous faites la liaison? Comment je fais la liaison? Alors bien sûr, on tourne toujours autour du même sujet, c'est évident. Bien sûr, ça relève d'un protocole que nous avons mis en place depuis plus de 10 ans, qui est expérimenté, qui fonctionne. Je dis aux fumeurs, dont je n'ai jamais fait partie, et je suis très mal outillé pour parler de tabac parce que je n'ai jamais fumé une seule cigarette de ma vie, mais en fait, j'en parle. Je dis aux fumeurs, vous avez déjà mis en place, vous avez de la chance, vous avez déjà mis en place une pratique respiratoire pour gérer votre stress. C'est-à-dire, lorsque vous êtes stressé, vous utilisez déjà votre respiration, donc vous avez déjà une pratique efficace. Le problème, c'est que vous respirez à travers des toxiques, vous respirez à travers 4000 goudrons et produits dangereux pour la santé, vous respirez à travers cette cigarette qui est mortelle, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais c'est mortel. Et en plus, vous inspirez de la nicotine qui est très profondément addictogène. Et la nicotine, quand on le compare, ça a les mêmes effets que le cortisol. La nicotine et le cortisol ont les mêmes effets. Et le problème de la nicotine, c'est un poison qui a été inventé par les plantes, par les solénacées. Permettez-moi une parenthèse, docteur Howard, mais la caféine aussi, alors? Ah, la caféine aussi. Mais la caféine est beaucoup moins addictogène que la nicotine. Oui, la caféine aussi a des effets cortisol-like, beaucoup moins dangereux sur le long terme. Par contre, la nicotine est un insecticide que les plantes ont inventé, les tomates, les aubergines, les pommes de terre, le tabac ont inventé pour paralyser les systèmes nerveux autonomes des insectes qui se posent dessus. Et ce qu'il y a, c'est que la nicotine mime les effets du cortisol, et c'est pour ça qu'il y a des hypertensions artérielles, des accidents cardiovasculaires. Tous ces accidents dus au tabac sont dus à la nicotine, et le cancer est dû aux autres produits, n'est pas dû à la nicotine, mais dû au goudron qu'il y a dedans. Et le problème de la nicotine, c'est extrêmement vicieux, c'est qu'il est ce qu'on appelle un parasympathico-mimétique. Il vous fait croire à votre cerveau que vous êtes détendu, alors qu'il stimule le système de la fuite ou le combat. Bon, ça c'est la base. Alors je dis, on va petit à petit, le problème du tabac, le problème de la cigarette, c'est qu'il y a du tabac qui est cancérigène, la nicotine qui est addictogène. Et on va petit à petit remplacer votre activité de détente à travers la cigarette par une activité respiratoire où on va supprimer la cigarette petit à petit. Donc c'est une méthode de désaccoutumance progressive.
on commence à mettre les gens à apprendre la cohérence cardiaque, c'est la première partie du livre, le 3-6-5. Ensuite, on va leur demander, et c'est ça la base du livre, en tout cas pour les 2 premiers chapitres, chaque fois qu'ils ont une cigarette en main, je dis, il y a eu un déclencheur. Et là, on ne va pas aller chercher pourquoi est-ce que j'ai cette cigarette en main. Ça peut être parce que j'ai le désir, ça peut être parce que je sens quelqu'un d'autre qui fume, ça peut être parce que c'est l'heure de manger, ça peut être parce que je viens de boire du café. On s'en fiche du déclencheur. Il y a un déclencheur parce que je me retrouve avec une cigarette dans la main. Donc, on supprime la recherche du déclencheur, on sait qu'il y en a eu un. Et 20 fois par jour, chez les gens qui fument un paquet par jour, ils se retrouvent avec une cigarette dans la main, donc il y a eu un déclencheur. Alors on dit, avant de fumer cette cigarette, vous allez faire 1 minute, c'est-à-dire 6 respirations sur 1 minute, et vous allez fumer quand même. Et je leur dis, vous allez fumer quand même, parce que de toute façon, la cigarette, elle est déjà sortie. Et on va leur intercaler ce que j'explique comme un petit filtre émotionnel entre le déclencheur qu'on ne cherche pas, mais qui existe, et le comportement. Et on va petit à petit, comme je viens de vous expliquer il y a 5 ou 10 minutes, sur la désensibilisation. Si vous intercalez 1 minute de cohérence cardiaque avant chaque cigarette, avant de la fumer, petit à petit, vous allez intercaler un filtre émotionnel entre l'événement qui se reproduit 20 fois par jour et la cigarette, que petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en désensibilisant aux stimulus qui ont déclenché cette cigarette, vous allez petit à petit, de moins en moins, sortir de cigarette. Vous allez avoir petit à petit de moins en moins besoin. Donc c'est une méthode progressive qui met des semaines, parfois des mois, mais sans s'en rendre compte, les personnes réduisent progressivement à peu près après 3-4 semaines, de 20, passent peut-être à 17, puis à 16, puis à 15, sur plusieurs semaines, et ne s'en rendent même pas compte. Donc il n'y a pas les problèmes sur le poids, parce qu'en même temps, on pratique la méthode qui va stabiliser le poids. Et donc, à ma connaissance, la désensibilisation à la cigarette par la cohérence cardiaque est une des meilleures méthodes parce que on passe par le même système, on utilise aussi la respiration. Et c'est tout ce qui est expliqué dans le livre, il y a 4 pages. Et c'est pour ça que j'appelle la méthode cigarette. C, je constate que j'ai une cigarette dans la main. I, j'intercale 1 minute de respiration, 6 respirations. G, je poursuis le geste, je fume quand même, et j'arrête. Cigarette, je constate, j'intercale, je poursuis le geste, et j'arrête. Et voilà comment, en 5 minutes, je propose le protocole d'arrêter de fumer, qui a été mis en place par des dizaines et des dizaines de thérapeutes, avec pas des 100% de résultats, il n'y a aucune pratique qui a 100% de résultats. Il faut s'attendre à ce que les gens rechutent. On dit, vous allez rechuter, vous recommencez, c'est pas un problème. Et par contre, on a des résultats supérieurs à la plupart des méthodes. Docteur David Horrer, quel plaisir de vous avoir eu en antenne. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir cette discussion avec vous. Je pourrais rester toute l'après-midi à vous poser des questions et à apprendre de toute votre sagesse théorique et pratique. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir accepté notre invitation et au nom de nos auditeurs et de nos auditrices, je vous dis félicitations pour le travail que vous mettez en œuvre. Vous avez écrit aujourd'hui 6 livres, si ma mémoire est bonne. Donc, cohérence cardiaque 3-6-5, 5 minutes le matin, intuition, maigrir par la cohérence cardiaque, 6 ordonnances anti-stress, et je ne veux plus fumer. J'espère avoir une prochaine opportunité de échanger avec vous dans une nouvelle interview pour approfondir un petit peu votre travail à tous ces sujets émotionnels, les addictions. Et je tiens vraiment à vous remercier. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. L'honneur a été pour moi. Vraiment, ça a été un plaisir et j'ai toujours autant de plaisir à parler de cela. 2 livres sortiront cette année, donc nous aurons, je l'espère, l'occasion de nous reparler. On laisse un engagement dans l'air. Dès que les nouveaux livres sortiront, je prendrai contact pour parler des nouveaux livres et comme ça on aura le plaisir de vous avoir à nouveau dans notre émission. Avec le plus grand plaisir, un grand merci. Et la cohérence cardiaque, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Alors je vais le résumer en 20 secondes. Vous respirez pendant 5 minutes. On expire pendant 5 secondes, 6 fois par minute, donc pendant 5 minutes.
Et le secret pour avoir une pratique, pour avoir une discipline, selon Dr David Howard, c'est ritualiser votre pratique. Oui. Tant 3 fois par jour, c'est très facile. Il suffit de faire votre cohérence cardiaque avant de vous brosser les dents. C'est un très bon conseil. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. Soyez vous-même et à bientôt. Au revoir. Bon, merci.